Avez-vous toujours voulu comprendre les réseaux IP ou simplement démêler ces concepts? Bien, si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. Savez-vous combien d'équipements avec une adresse IP vous avez dans votre maison? Bien, moi, je le sais, j'ai vérifié ce matin et j'en ai 58. Oui, c'est énorme comme quantité. Même votre réfrigérateur aujourd'hui peut avoir une adresse IP. Les téléphones sont rendus IP, la télé peut être en IP, tout peut être IP. Il devient de plus en plus important de comprendre les concepts IP si vous voulez être en mesure d'être autonome lorsque vous avez un problème. La vidéo d'aujourd'hui va vous expliquer en surface quels sont les concepts de réseau IP afin de vous permettre de faire des diagnostics vous-même en cas de problème. Ça peut être très utile spécialement pour les radioamateurs, mais aussi pour ceux qui veulent être autonomes ou qui ont juste l'intérêt de comprendre. Si vous êtes un ingénieur réseau, peut-être que la vidéo d'aujourd'hui va vous permettre d'avoir des explications simples pour aider les autres justement. Dans mon cas, ça m'a pris plusieurs années à bien comprendre les concepts IP et à me faire une image pour vraiment bien saisir les concepts pour pouvoir les expliquer. Et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons donc débuter avec les bases. Depuis que j'ai fait mes études collégiales en technologie, on me présente le modèle OSI, Open System Interconnection, qui est un modèle qui permet de comprendre les interactions entre les protocoles. Tous les cours que j'ai eus depuis débutent par le modèle OSI, souvent négligé par les techniciens disant que c'est un peu trop théorique, mais ce modèle est la base. Vous devez comprendre, c'est la fondation des connaissances des réseaux et c'est extrêmement important de bien les comprendre et ça va vous permettre même de faire des diagnostics et de prendre un pas de recul en cas de problème. Le modèle OSI est donc très important et c'est pour ça qu'on nous en parle dans tous les cours technologiques où on parle de communication numérique. On vous parle du modèle OSI. Le modèle OSI, c'est 7 couches qui vous permettent de comprendre les interactions entre les protocoles. Par contre, c'est un vieux modèle que vous pouvez trouver, par exemple, j'ai un handbook radioamateur ici qui date de 1993. Vous allez voir que le modèle OSI est à plusieurs endroits dans ce livre. Donc, c'est très important. C'est un vieux modèle, mais qui s'applique toujours aujourd'hui. Avant de commencer à définir l'ensemble des couches du modèle OSI, vous allez constater que dans les exemples qui vont suivre, je vais me concentrer sur les 4 premières couches du modèle OSI. À droite ici, vous avez le modèle TCP/IP qui se concentre sur les réseaux IP et ce modèle regroupe les 3 dernières couches du modèle OSI comme étant la couche application. Dans ce contexte, je vais me référer aux 3 dernières couches comme étant l'application et le modèle TCP/IP regroupe normalement la couche 1 et 2 comme étant l'accès réseau et la couche 3 comme étant la couche Internet. Dans mon exemple, je vais utiliser les 4 premières couches du modèle OSI, donc c'est un peu un mélange des 2 modèles. La couche physique, qui est la couche 1, est assez simple. Elle consiste de tout câble réseau, câbles coaxiaux, la fibre optique ou encore les ondes radio de votre Wi-Fi font partie de la couche physique. Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a une table avec des chaises en plein centre de l'image. C'est que dans les exemples qui vont suivre, je vais utiliser par exemple, pour la couche 1, la table et les chaises comme étant partie de la couche physique, dont la couche 1. Maintenant, passons à la couche 2, qui est la couche liaison. C'est ici qu'on retrouve le protocole Ethernet. On dit que les réseaux couche 2, elles sont commutés. Donc, on commute des trames au niveau 2. L'exemple de la cuisine, la table et les chaises, qui était la couche physique, ici, on démontre que la cuisine est votre réseau local, soit votre LAN pour Local Area Network. Chaque appareil est connecté, soit câblé ou via Wi-Fi, et chaque meuble a une position spécifique. On peut voir que chaque chaise aurait, par exemple, une position spécifique, donc une MAC address. Une adresse MAC au niveau 2 est de 48 bits, et c'est la MAC au niveau Ethernet, a une adresse qui ressemble à ceci, qui est en hexadécimal de 48 bits. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus sur la MAC, autre que la MAC, elle est unique à chaque équipement. Et même un équipement qui a une interface filaire, donc RJ45 Ethernet, et une interface Wi-Fi, chaque interface va avoir une adresse MAC unique. C'est comme ça pour chaque équipement. C'est ce qui permet
de fonctionner dans un réseau local. Il y a des façons de changer une adresse MAC, qu'on appelle cloner une adresse MAC, mais ça ne sera pas couvert dans cette vidéo. Sachez retenir qu'une adresse MAC est unique pour chaque interface Ethernet. Tout le monde peut parler à n'importe qui directement dans un réseau comme ceci de niveau 2. Donc, la commutation est très rapide et très directe car chaque équipement assis à la table peut parler avec n'importe qui directement. De plus, si vous parlez, tout le monde peut vous entendre. Donc, c'est ce qu'on appelle le domaine de diffusion, un concept très important au niveau 2 qu'on appelle le domaine, le broadcast domain ou le domaine de diffusion. Donc, c'est important de savoir que tout le monde peut vous entendre. Je n'entrerai pas dans la différence entre ce qu'on appelle un hub et un commutateur intelligent dans cette vidéo. C'est plus ou moins pertinent pour aujourd'hui, mais ce qui est important de retenir, c'est que dans un réseau commuté, tout le monde peut entendre tout le monde et c'est le même domaine de diffusion. À noter que la norme Ethernet IEEE ou IEEE commence toujours par 802, donc tous les protocoles de niveau 2 Ethernet commencent par 802, comme dans les exemples ici. Continuons à la couche 2, réseau commuté. On a ici dans l'exemple un domaine de diffusion au niveau 2 dans un réseau local, chez moi par exemple. Ici, on a un voisin qui a un autre domaine de diffusion, différent du mien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les domaines de diffusion sont isolés entre eux et je ne peux pas communiquer avec le réseau du voisin à moins de me déplacer à sa table. Et si je me déplace à sa table, je suis maintenant dans son réseau de local et je suis dans son réseau de diffusion, dans le même domaine de diffusion, et je ne pourrai plus être entendu de l'autre côté. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent les domaines de diffusion. Continuons à la couche 2. Ici, on a le WAN, qui est le Wide Area Network, donc le réseau étendu, qui représente un peu, comme l'exemple précédent, votre voisin, si vous voulez y parler. Ici, vous avez votre réseau local, qui est un autre domaine de diffusion. Donc, vous avez deux réseaux Ethernet de couche 2 différents, deux domaines de diffusion différents, le WAN et le LAN. Et pour communiquer de un à l'autre, vous avez besoin d'un mécanisme qui s'appelle le routage. Donc, passons à la couche 3, où se retrouvent les réseaux routés. Et au niveau 3, on route des paquets. Dans l'exemple ici, ce qu'on utilise dans les réseaux IP, c'est les adresses IP. Ce qu'on a ici, c'est mon routeur qui est un routeur commercial pour lequel on a un port WAN et on a un port LAN, mais on peut avoir aussi 4 ports LAN. Je m'explique. En fait, dans un routeur de maison, normalement, vous allez avoir un port WAN pour brancher vers l'Internet et 4 ports du réseau local identifié LAN, qui est dans le même domaine de diffusion pour brancher vos équipements, ainsi que le Wi-Fi qui en fait partie. Donc, on a le réseau ici vers l'extérieur qui est le réseau public et on a le réseau privé ici à l'intérieur de mon réseau local. Et pour communiquer entre les deux, ça prend un routeur qui va faire le routage entre l'interface WAN et le LAN. Donc, le WAN, c'est l'extérieur, le LAN, c'est l'intérieur, et on va avoir deux réseaux IP différents. Poursuivons à la couche 3, où est l'adresse IP. Nous allons expliquer le type d'adressage IP. On a les IPv4 pour Internet Protocol version 4. On a IPv6 également pour Internet Protocol version 6. On va passer très rapidement à la version 6, même si les deux réseaux sont utilisés. Le réseau IPv6 n'est pas vraiment utilisé par la plupart des usagers, donc ce n'est pas quelque chose que vous allez devoir apprendre à court terme du moins. Demandez-moi pas où est le réseau IPv5, c'était expérimental et ça ne fera pas partie de cette vidéo. Donc les deux réseaux utilisés présentement dans l'Internet, il y a l'IPv4 et l'IPv6. À une certaine époque, on avait peur de manquer d'adresses avec les IPv4. On a créé l'IPv6, qui est largement plus grand, 128 bits versus 32 bits. Et ce que ça donne des adresses comme ceci, hyper complexes, en hexadécimal et très difficile à travailler avec pour les administrateurs réseau. Donc, le IPv4, encore aujourd'hui, est celui qui est le plus utilisé. Probablement 99% d'entre nous utilisons du IPv4. Et le IPv4, ce qui a réglé la situation de possibilité de manque d'adresses, était l'ajout, en fait, des adresses privées, permettant ainsi
d'isoler les réseaux privés et de donner plus de flexibilité pour plus d'adresses pour des équipements derrière des réseaux locaux. Au niveau de l'IPv6, ça a été conçu en fait pour donner une adresse pour à peu près chaque pied carré sur la planète. Donc c'est assez complexe comme façon de gérer les adresses IP. Mais pour les bienfaits de cette vidéo, on va utiliser uniquement l'IPv4 qui nous concerne tous et ce qu'on utilise au quotidien dans nos réseaux locaux. L'IPv4, c'est du 32 bits, donc 4 fois 8 bits, qui consiste au niveau binaire entre des 0 et des 1 et qui donne 32 bits comme ceci, donc de tous des 0 aller à tous des 1. Et on s'entend qu'on peut vraiment avoir un paquet de combinaisons entre des 0 et des 1 dans un 32 bits qui donne 4,2 milliards de possibilités d'adresses différentes. Afin de simplifier le binaire, parce que l'humain n'aime pas beaucoup le binaire, c'est difficile à retenir, on a segmenté en 4 octets de 8 bits les adresses IPv4. C'est-à-dire que vous voyez ici une représentation en numérique des adresses binaires. On voit que c'est beaucoup plus simple, de 0 à 255, parce que 8 bits, ça donne 256 possibilités de 0 et des 1. Donc, ce qui donne 256 possibilités de 0 à 255. Et c'est pour ça que vous n'allez jamais voir une adresse IP qui aurait un numéro plus élevé que 255. Ça serait impossible. On a divisé également les réseaux en sous-réseaux. C'est-à-dire, on dit que faire partie d'un tel réseau va être segmenté en utilisant ce qu'on appelle un masque. Normalement, dans un réseau local, on a 255, 255, 255, 0. Ceci est un masque standard, ce qui correspond à un /24. Ce que veut dire un /24 veut dire que 32 bits moins 8 bits, c'est-à-dire qu'on a 24 bits qui ne changeront pas et seulement 8 bits vont changer pour le réseau. Ce qui veut dire que ce réseau-là a une possibilité de 256 adresses IP. Dans l'exemple ci-dessous de réseaux locaux, on a 192.168.1.0, soit un /24, qui donne une possibilité de 192.168.1.0 à 192.168.1.255. À noter que les 3 premiers octets ne changent pas, parce que le réseau, le masque, est ici, et on a simplement les derniers 8 bits qui vont changer. La première adresse d'un réseau n'est jamais utilisable. C'est vraiment elle qui définit le réseau. Donc, elle n'est pas utilisable par les périphériques. Après ça, la dernière adresse est toujours réservée pour l'adresse de diffusion réseau. Okay? Elle est inutilisable également par les périphériques. La première adresse de la plage qui est utilisable est normalement réservée pour votre routeur de maison. Ce qu'on appelle la passerelle par défaut, ou votre default gateway en anglais, et c'est normalement la .1 de la plage qui est définie comme ceci. Continuons au niveau 3, l'IPv4, ce qui a été inventé pour répondre aux besoins d'adresse, pour ne pas en manquer. En fait, on a inventé le concept d'adresse publique et privée. Ici, on a l'Internet qui est défini en classes. On a la classe A, c'est-à-dire la classe A qui est un /8, donc il y a juste le premier octet qui va être fixe et les 3 peuvent changer. On a la classe B où on a les 3 derniers qui peuvent changer. Fait que vous voyez ici, on monte là, c'est comme ça qu'ils l'ont défini. Donc les /8, les /16, les /24, jusqu'à la classe C. La classe D et E sont utilisées pour d'autres fonctions qu'on ne couvre pas aujourd'hui. Les adresses privées maintenant. Ils ont dit la classe A privée qui donne une multitude d'adresses, c'est bon pour les entreprises et beaucoup, ça peut faire des gros réseaux ou un paquet de sous-réseaux si vous voulez. Tout ce qui commence par 10 n'est pas routable dans l'Internet, c'est une adresse privée. Tout ce qui commence par 172.16 ou jusqu'à 172.31, ça veut dire que 172.15 c'est public et 172.32 c'est public. C'est la classe B et ceux-là ne sont pas routables dans l'Internet. La classe C, qui est ce qu'on est plus habitué de voir dans nos réseaux locaux à la maison, c'est le 192.168. Tout ce qui commence par ceci, qui est la classe C, n'est pas routable dans l'Internet. Donc, vous pouvez utiliser le réseau 192.168.1.0 ou encore 192.168.1.25 si vous voulez. Et tout ça n'est pas routable dans l'Internet. Ce qui permet d'économiser les adresses publiques, parce que chaque
résidence pourrait utiliser le même sous-réseau et ça fonctionnerait, il n'y aurait aucun conflit parce qu'on va avoir une adresse publique différente. C'est là que le NAT-PAT a été inventé, que je vais couvrir un peu plus loin, qui permet en fait de garder des adresses privées à l'intérieur de son réseau et de sortir sur Internet en utilisant des adresses publiques. Toutes les adresses qu'on a mentionnées qui étaient des adresses privées, soit qui commencent par 10, soit qui commencent par 172.16 à 172.31, ou soit qui commencent par 192.168, ne sont pas routables dans l'Internet. Ces adresses-là vont être discartées et jetées aux poubelles, advenant que si on essayait d'envoyer ça dans le réseau public. Donc, c'est vraiment réservé pour les réseaux privés. Voici un exemple de mon réseau. On a un réseau local ici, donc un domaine de diffusion avec un subnet qui est 192.168.1.0, okay? Mais le gateway, c'est le .1 de la plage. C'est un /24, on a 256 possibilités. Et chaque équipement branché dans le réseau a une adresse dans le même réseau, donc les 3 premiers octets ne changent jamais, sont toujours pareils entre les équipements. Et seulement le dernier octet va changer et tous ont un masque de 255.255.255.0. Si une machine ici veut aller sur l'Internet et entre une adresse qui n'est pas dans la même plage que les 3 premiers octets du réseau local, il va s'adresser au routeur. Okay? Et le routeur, lui, agit comme passerelle par défaut, c'est-à-dire que si on ne sait pas d'où aller, c'est à lui qu'on demande. Et lui a également, de l'autre côté sur le POW1, un autre réseau, un autre domaine de diffusion, mais cette fois-ci, c'est un domaine public dans le WAN. Il a une adresse publique et il a lui aussi une passerelle par défaut ou un default gateway, qui est le modem câble, par exemple, dans l'exemple ici, face à lui. Et le modem câble a également une autre adresse qui fait face à un autre réseau et un default gateway. Et c'est comme ça partout de la destination où on veut aller par l'Internet. Mon réseau public ici, naturellement, on a moins d'adresses et c'est des réseaux, il s'agit de blocs IP statiques avec 8 adresses IP. Donc, c'est un /29. Un /29, ça veut dire qu'il y a 3 bits qui sont significatifs. Donc, c'est de 000 à 111, ce qui donne 8 possibilités. La première de la plage, c'est le réseau, donc c'est la .64. La dernière de la plage, qui est la 71, c'est le broadcast, okay, donc l'adresse de diffusion. Et on peut utiliser de 65 à 70. Par contre, la première adresse utilisable est réservée pour la passerelle par défaut, qui est le modem ici. Et la première adresse que moi je peux utiliser est la 66 que je peux donner à mon interface WAN. Et c'est comme ça qu'on a les 2 domaines de diffusion et que le routage va se faire. DNS, Domain Name Server ou serveur de nom de domaine. Ceci est très important parce que les humains, on ne mémorise pas des numéros comme ça facilement. Okay? Peut-être dans notre réseau local, mais quand on tombe avec tout ce qu'il y a par Internet, on veut mémoriser des noms de domaine. Et ce qu'on fait, et quand on tape Google dans un navigateur, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander à notre routeur, parce qu'on va dire, mais est où l'adresse Google? Comment je fais pour la rejoindre? Le routeur va s'adresser aux serveurs de nom de domaine qui sont configurés dans celui-ci, qui est normalement dynamiquement par votre fournisseur ou statiquement si vous l'avez mis statiquement. Ça veut dire manuellement. On va l'expliquer un peu la différence entre dynamique et statique dans les prochaines diapos. Et le serveur va vous répondre avec l'adresse IP pour établir la communication. Fait que les serveurs de nom de domaine sont très importants pour les usagers. Sinon, il faudrait rentrer l'adresse IP directement dans le navigateur, ce qui serait compliqué de tout les retenir. Et c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'acheminement des noms de domaine et les ordinateurs font l'association avec les adresses IP. Ici, on a adresse IP dynamique et statique. On a l'interface de mon routeur. J'ai 2 ports WAN. Okay? Il y en a un qui est administrativement down ou si vous voulez arrêter. On a le premier port ici, on a une adresse dynamique, c'est-à-dire on a branché l'équipement et on a obtenu une adresse dynamiquement par DHCP par le réseau du fournisseur. Et l'autre, on a entré manuellement une adresse, le masque et la passerelle par défaut. On le fait manuellement parce que c'est une IP statique. La dynamique peut changer si jamais on redémarre l'équipement et l'adresse statique ne changera pas parce qu'elle est fixe et c'est pour ça qu'elle est réservée, une adresse statique. DHCP.
Dynamic Host Configuration Protocol, ou protocole de configuration d'hôte dynamique. En fait, c'est un processus pour permettre d'obtenir une adresse IP quand on n'a pas et qu'on veut se connecter à un réseau, que ce soit Wi-Fi ou que ce soit filaire. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le meilleur protocole pour définir les 3 premières couches du modèle OSI parce qu'il y a une relation qui se passe entre les 3. Vous achetez un nouvel ordinateur, vous l'apportez à la maison, vous voulez le brancher. Vous n'avez pas d'adresse IP naturellement, il ne s'est jamais connecté à votre réseau, que ce soit Wi-Fi ou filaire. Et vous branchez votre équipement. Et un coup connecté, vous allez avoir ce qu'on appelle un link ou une liaison au niveau 2. Et vous allez avoir des lumières comme ça où ça va vous dire que c'est connecté. À ce moment, vous n'avez pas d'adresse IP, vous ne connaissez pas le réseau. Ce que l'ordinateur va faire, il va utiliser le DHCP, c'est qu'il va envoyer un broadcast. Il va s'asseoir à la table et il va crier « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une adresse IP? » Et si le serveur DHCP est activé, qui est normalement par défaut dans votre routeur de maison, il y a des plages d'adresses réservées à l'intérieur pour les adresses dynamiques, lui, ce qu'il va faire, il va répondre « moi », il va envoyer également, lui, un broadcast ou une diffusion, dire « moi, je pourrais vous aider, vous allouer une adresse ». Et il va avoir un échange qui va se faire au niveau 2. Et il va avoir une adresse IP qui va être attribuée par le serveur DHCP à la MAC adresse ou l'adresse MAC à la couche 2 à cet équipement. Ce qu'on va avoir ici, on va avoir par exemple une adresse IP qui va être associée à une adresse MAC qui est unique. Et les deux ensemble, l'ordinateur sait comment se rendre, sur quel port aller chercher l'équipement en passant par la couche 2 et où retrouver l'adresse IP. Et c'est comme ça qu'on a le physique, la MAC adresse et l'adresse IP. Tout ça est un tout. Si vous faites ipconfig en command line, je vais vous montrer plus loin comment si vous ne le savez pas. En fait, vous allez avoir votre information sur votre adresse IPv4 et même V6 parfois. Vous allez avoir votre sous-réseau et vous allez avoir qui est toujours pareil dans les réseaux locaux, le /24, 255.255.255.0 et vous allez avoir l'adresse de votre passerelle par défaut, qui est votre routeur de maison. Et vous avez obtenu une adresse IP dynamiquement et vous allez avoir l'adresse ici. Si jamais vous avez une adresse qui commence par 169.254, ça veut dire que vous n'avez pu atteindre votre serveur DHCP et qu'il y a un problème. C'est sûr que votre connexion ne fonctionnera pas. Si vous n'avez pas d'adresse IP, vous devez valider si vous avez un lien, si vous avez une connexion. Et si vous n'avez pas de connexion, vérifiez le câble, vérifiez que vous êtes bien connecté ou vérifiez que l'alimentation de l'équipement à l'autre bout est allumée et que vous pouvez avoir une connexion de niveau 2. Comme vous voyez, il y a une interaction entre les 3 niveaux. À la couche 4, à la couche transport, on a par exemple les protocoles UDP-TCP qui s'y retrouvent. C'est ici qu'on fait le NATPAT, Network Address Translation, Port Address Translation. On sait qu'ici on parle d'adresse, donc c'est un protocole entre 2 couches, entre la 3 et la 4. C'est un processus qui permet d'utiliser des adresses privées versus des adresses publiques au niveau du WAN. Okay? C'est un peu, c'est ici qu'on va faire ce qu'on appelle les forward ou les port forwarding, qui seraient les transferts de ports là, au niveau des services à l'intérieur de notre LAN pour être accessibles de l'extérieur de notre réseau. Bref, les UDP, User Datagram Protocol, ce sont des protocoles unidirectionnels si on veut, et c'est normalement utilisé par la radio sur IP ou la voix sur IP. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de correction d'erreur au niveau du protocole UDP. Au niveau du protocole TCP, Transmission Control Protocol, là, on va avoir tout ce qui n'est pas sensible dans le temps. Donc, on peut faire de la correction de paquets parce qu'on peut demander une retransmission pour les paquets perdus, par exemple, qui pourraient arriver dans le réseau. Et c'est les protocoles TCP, dont les courriels, navigateurs web, normalement, c'est TCP. On a aussi ce qu'on appelle les RTP, Real-Time Protocol, ou protocoles en temps réel, qui sont normalement assignés dynamiquement pour des ports de médias comme la voix en tant que telle. Il y a un total de 65 535 ports TCP et 65 535 ports UDP. Par exemple, le HTTP, quand vous allez sur le web, c'est par défaut le port 80. Le HTTPS, qui est le port sécurisé, c'est le port 443, ainsi de suite. Et chaque service va avoir un port associé. Donc, c'est le lien entre le réseau et il y a le transport qui nous amène à l'application.
C'est un peu ce qu'on retrouve au niveau 4. Dans l'exemple ici, ce qu'on a, c'est un port forwarding, donc un forward ou une redirection de port plutôt, merci. Une redirection de port pour rejoindre une machine à l'intérieur de notre réseau. Vu qu'on utilise un réseau local dans un domaine de diffusion différent avec des adresses IP privées, si on veut accéder de l'externe à une machine spécifique, dont le serveur laboenligne.ca dans l'exemple, ben, on ne pourra pas s'y rendre parce qu'on n'est pas capable d'envoyer une requête à cette adresse-là. Il va falloir envoyer une requête à l'adresse publique de mon routeur, qui est le port WAN. Et si on fait du HTTP, automatiquement, c'est le port 80 par défaut. Et à ce moment-là, on va arriver ici sur le port 80, okay, parce que le nom de domaine va avoir traduit notre nom de domaine avec cette adresse IP. On va arriver sur le port WAN. Et à ce moment-là, on sait que c'est le port 80. Si on n'a pas de port forwarding, ça ne fonctionnera pas. Le routeur ne saura pas où apporter le paquet, où apporter l'information. Parce que dans un réseau local, quand on fait une requête à partir de l'intérieur, le routeur va le savoir par défaut où revenir la requête. Si cet iPad est sur Google, par exemple, et on fait une requête Google, les paquets vont revenir de Google directement à cet iPad. Le routeur va le savoir quelle session il s'agit. Et si on a le PC ici qui est sur Facebook, bien, ça va être la même chose. Donc, on va pouvoir indépendamment naviguer sur Internet. Et c'est comme ça que c'est géré au niveau des sessions. Par contre, quand la session est initiée de l'extérieur, premièrement, il y a une raison de sécurité. Ça risque d'être bloqué. Et la deuxième, c'est qu'on ne saurait pas à qui est destinée la requête extérieure vers l'intérieur. Et c'est là que c'est important de dire au routeur, bien, tout ce qui arrive sur le port WAN, sur le port 80, tu dois le rediriger dans le réseau local à l'adresse IP qui est ici, sur le port 80. Comme ça, si mon serveur laboenligne.ca est ici, il va pouvoir revenir et fournir la page web de la personne qui a fait la requête ici. Et c'est pour ça que le port forwarding est important au niveau 4 de comprendre si on veut avoir des services à l'extérieur. Dans l'exemple ici, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on arrive sur le port 80, mais on dit que dans l'intérieur de notre réseau, on veut que ça y aille vers le port 80-80 parce que j'ai d'autres équipements qui utilisent le port 80 à l'intérieur de mon réseau. Donc, je pourrais amener le port 80 puis dire à l'intérieur, ça devient le 80-80 si c'est configuré ainsi sur la machine. Et comment y accéder de l'intérieur serait avec l'adresse IP comme ça, 2 petits points, 80-80. Parce que le port par défaut, si on ne le met pas et on y va avec un navigateur, ça va être le port 80. Ici, on a un autre exemple où on pourrait avoir une adresse IP ou un nom de domaine et on dit que le serveur que je veux rejoindre, ben, ce n'est pas le port 80. C'est 80-80 parce que de l'externe, j'accepte les connexions du port 80-80, mais à l'intérieur de mon réseau, je l'envoie à l'adresse IP ici sur le port 80. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez le port 80 bloqué parce que vous avez un accès Internet résidentiel et que vous avez une machine que vous voulez rejoindre dans votre réseau, vous allez devoir rentrer votre adresse IP, 2 petits points, et faire un port forward vers un port qui n'est pas normalement utilisé comme un port 80 et qui ne sera pas bloqué. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous rediriger vers la bonne machine. Voici mon routeur, on dit domestique, c'est un routeur commercial comme je vous expliquais tantôt, mais vous voyez ici les adresses dynamiques et statiques. Vous allez voir que tout ce qu'on vient de couvrir au niveau des premières couches du modèle OSI va nous permettre de comprendre les configurations du routeur. On a ici l'adresse IP dynamique qui est obtenue sur le port WAN numéro 1 et vous voyez qu'on a obtenu également l'ensemble des informations nécessaires pour se connecter. Donc, on a obtenu notre masque automatiquement, le gateway par défaut qui est la passerelle par défaut et les serveurs DNS. Ici, on voit comment on fait un port forwarding, souvent appelé Virtual Server. Et on a ici, sur le port WAN 1, tout ce qui rentre sur le port 80, parce qu'on pourrait dire de 80 à 82, par exemple. Là. Oups. On dit tout ce qui rentre sur le port 80 doit aller vers le port 80-80. C'est du TCP. Et voici l'adresse de la machine à qui vous devez envoyer les paquets. Et ça, c'est activé. On a également la possibilité de réserver une adresse DHCP. Parce que quand on a un DHCP, on a la possibilité d'avoir un DHCP avec un prêt, donc l'adresse peut changer. Mais au lieu de faire une IP statique, par exemple, sur mon OpenSpot, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réservé
Aussitôt que j'ai eu une adresse, j'ai vu que c'était 157 dans le routeur. J'ai dit au routeur, maintenant, la MAC adresse du OpenSpot 2, ça va être toujours cette adresse IP-là que tu vas lui donner et jamais à une autre machine. Fait que quand je tape dans mon navigateur, cette adresse-là, j'ai toujours mon OpenSpot 2. Même chose ici, on voit que la MAC adresse, je l'ai réservée à cette adresse IP qui est la .70 et c'est pour mon PyStar. J'ai mis une description, j'ai activé. Maintenant, à chaque fois que je vais faire cette adresse-là, je vais toujours arriver dans cet équipement-là. C'est là où on fait une réservation des HCP. C'est un peu un contournement à avoir une IP statique et c'est beaucoup plus facile d'aller dans le routeur que souvent dans l'équipement pour réserver l'adresse. On a ici la liste de mes clients DHCP, ceux qui sont permanents, que j'ai fait ça ici, dont une règle de réservation, et ceux qui sont attribués et qui peuvent changer. Et on a aussi la ARP Table ou la ARP List qui vient dire à l'équipement quelle adresse MAC est associée à quelle adresse IP, qu'elle soit dynamique ou statique ou peu importe. Ça lui permet, c'est comme ça qu'il arrive à communiquer au niveau 2, choisir le bon câble pour se rendre à la bonne destination lorsqu'on communique avec les équipements au niveau IP. Donc, tous les couches qu'on a vues précédemment permettent de comprendre plusieurs fonctions dans ce routeur. Quelques outils de dépannage. Si vous avez une machine Windows 10 plus particulièrement, vous pouvez venir ici dans la barre de commande et taper CMD. Ça va vous amener à un port DOS comme ceci et vous tapez ipconfig, ça va vous donner l'adresse IPv4 attribuée à la machine sur laquelle vous avez fait la commande, le sous-réseau qui est normalement le même partout à cause du /24, donc le 255.255.255.0 et ça vous donne votre passerelle par défaut qui est normalement votre routeur. Donc, vous pouvez également faire une ping. Un ping vous permet de mesurer la connectivité avec une destination. Donc ici, vous pouvez mesurer le temps de réponse et la connectivité avec votre routeur local. Ici, vous avez une autre commande qui s'appelle le trace route ou tracer une route IP. Ça vous permet de faire des pings de toutes les étapes vers une destination. Dans le cas ici, j'ai fait un trace route vers mon gateway de mon subnet public du côté de mon interface WAN parce que l'adresse de mon serveur, la .66, je bloque les réponses au ping, donc vous n'auriez pas de réponse. Ça va vous dire que la destination est unreachable ou non, que vous ne pouvez pas la rejoindre. Et ce que vous voyez ici, c'est que je sors de mon réseau résidentiel, de mon gateway, ma passerelle par défaut, et j'atteins mon câble modem, qui est mon accès personnel, et vous avez mon accès affaires, et j'arrive de l'autre côté sur l'autre accès Internet. Donc, la distance est courte, mais vous pouvez tracer comme ça des noms de domaine ou des adresses IP pour voir comment, si vous vous rendez, et où est peut-être un problème entre les deux. Les routeurs de maison, vous avez normalement pour chaque manufacturier des subnets ou des sous-réseaux par défaut, donc, et une adresse qui s'attribue au niveau de la passerelle par défaut. Vous avez également des usagers par défaut, des mots de passe par défaut qui normalement viennent avec le manuel du routeur ou c'est écrit en dessous du routeur. Mais je vous donne ici, vous pouvez le mettre à pause. Je vous donne un exemple de plusieurs manufacturiers avec les informations par défaut pour s'y connecter. Dépanner un réseau avec le modèle OSI, en fait, c'est la meilleure façon. C'est, par exemple, si vous n'avez pas d'adresse IP, bien, vérifiez que vous avez un lien sur votre carte réseau, donc une liaison à la couche niveau 2. Si vous n'avez pas de liaison, vérifiez que l'équipement à l'autre bout est bien connecté ou alimenté d'un niveau électricité et assurez-vous que vous avez un lien. Si vous avez un lien, vous n'avez pas d'adresse IP, il y a un autre problème à quelque part. Des fois, vous pouvez avoir un lien, mais un problème de communication, donc vous pouvez remplacer le câble et vous assurer, bref, que vous obtenez une adresse IP. Donc, vous avez ça par étape. Vous n'avez pas d'adresse IP, vérifiez que vous avez un lien, vérifiez que votre câble est bien branché ou que les équipements sont alimentés. C'est bien alimenté, vous avez un lien, vous n'avez pas d'adresse IP, mais ne cherchez pas au niveau de la connexion. Cherchez autre chose à l'intérieur de votre machine, un autre problème, une configuration qui viendrait causer ce problème-là. Donc, c'est une façon de diagnostiquer, mais n'oubliez pas que ceci s'applique à toutes les étapes du réseau, c'est-à-dire de l'autre côté, au niveau du WAN, on a un autre réseau et on peut dire que l'adresse IP publique, est-ce que vous avez l'adresse IP publique? Est-ce que vous avez un lien sur le port WAN? Est-ce que vous avez, votre câble est bien branché vers le modem? Et vous pouvez faire ça dans le LAN avec chaque équipement. Donc, c'est toujours 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. C'est comme ça qu'on diagnostique les réseaux IP.
Récapitulation. Couche 1, la couche physique, où on a tous les types de médias, ou presque. Couche 2, c'est la couche liaison. C'est là où on a les adresses MAC. C'est là où on a un lien. C'est ce qui différencie les domaines de diffusion, donc entre le WAN et le LAN. On a, au niveau 3, c'est là qu'on retrouve les adresses IP. On sait qu'une adresse IPv4, c'est 32 bits ou 4 octets et qu'on peut créer des sous-réseaux. On a des types d'adresses IP qui sont privées. Il y en a qui sont publiques. On a également des IP qui sont dynamiques ou statiques. Et on a des serveurs DNS qui nous permettent de faire la corrélation entre les noms de domaine et les adresses IP. Au niveau 4, on a les protocoles de transport vers les applications. C'est là où on retrouve les port forwarding ou les redirections de ports si on veut offrir des services à l'intérieur de notre réseau à partir de l'extérieur de notre réseau. C'est ici qu'on retrouve les protocoles UDP, TCP et ARTP. Et à la couche applicative, c'est là où on retrouve les applications telles que les navigateurs web. Et dans les applications, chaque application est associée à des ports par défaut, dont les HTTP au port 80, HTTPS au port 443, l'HTTPS en passant, qui est le HTTP sécurisé. Si vous aimez ce genre de vidéo, s'il vous plaît, me le laissez savoir dans les commentaires ci-dessous. De plus, n'oubliez pas de faire un j'aime. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, s'il vous plaît, vous abonnez car votre support est très important. De plus, n'oubliez pas de cocher la cloche pour être notifié aussitôt qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Peut-être que la prochaine vidéo va vous montrer ce qui va aller sur la tablette dernier mois qui est présentement vide. À suivre. N'oubliez pas également de visiter mon site web va2pv.com. Vous pouvez sélectionner français. Pour le site web en français, il y aura dans le futur un peu plus d'informations sur les réseaux IP avec des outils pour vous aider. Entre-temps, je vous dis 73. Merci et à bientôt.